Au rez-de-chaussée, Zachary joue aux cartes avec un ami. Quelques heures plus tard, il monte finalement pour aller se coucher. Il est allé dans la chambre pour la rejoindre, mais elle n'était pas là. Il a alors réalisé que ces menaces étaient peut-être réelles. Puis, il est monté sur le toit dans l'espoir de la trouver. Il a couru vers l'escalier et il est sorti en pleine nuit sous la pluie. Et là, il a vu le petit corps recroquevillé et nu de Julie au bord du toit. Tout de suite, il s'est précipité vers elle, les larmes aux yeux, et il a posé la main sur elle. Son corps était froid. Elle était morte. Il lui récite la dernière phrase d'un de ses poèmes. « Lève-toi, ma chérie, ma toute belle, viens avec moi. » Elle lui répond « Suis-moi, Zachary », et il la suit. Il meurt 6 mois plus tard, le cœur brisé. En entendant cette histoire, on serait tenté de dire qu'il faut se méfier des vœux qu'on fait, parce qu'ils pourraient très bien se réaliser. Elle avait voulu son amour éternel, mais peut-être pas de cette façon-là. Emprisonné dans cette maison, le seul endroit où il avait pu s'exprimer librement, cet amour avait des chances de durer toujours. Elle entre dans la maison par ici et elle demeure dans cette chambre. Elle aime beaucoup la chaleur de cette chambre. Julie est une femme qui est morte par amour et cette chambre représente cet amour. C'est là qu'elle se sent le plus confortable. La pièce grise encore le cœur. Elle est toujours imprégnée du bouquet étourdissant de son parfum et de la chaleur enivrante de sa passion. Elle regarde autour et elle pénètre dans la chambre. Elle demeure là parce que c'est un endroit qu'elle aime beaucoup. Cette chambre représente les plus beaux moments de sa vie. Elle était jeune et amoureuse. Il était riche et lui offrait des bijoux, mais tristement, il ne pouvait pas l'épouser. Il y a toujours 2 côtés à une médaille. Voici la maison Hall, construite il y a plus de 100 ans pour servir de refuge aux sans-abri des ghettos d'immigrants de Chicago. En 1913, un nouveau-né a été abandonné juste ici. Certains croient qu'il s'agit d'un enfant du diable, et la rumeur se répand rapidement. Dehors, des gens prétendent l'avoir vu. L'enfant est né difforme, ce qui donne naissance à des rumeurs toujours plus féroces. Certains prétendent qu'il s'agit du diable en personne, une pénitence terrifiante pour les péchés d'un père trop violent. Ses parents vivaient ici à Chicago, sur la rue Taylor, au début du siècle. Les moins fortunés arrivaient ici de tous les coins du monde. Les rues dangereuses du quartier respirent la violence la plus dure. La vie était très difficile dans ce quartier et je pense qu'elle était encore plus difficile pour les femmes. Le père de l'enfant doit faire un travail pénible pour gagner sa vie et il est rarement à jeun lorsqu'il rentre chez lui. Nanzia, sa femme, a peur de lui dire qu'elle est enceinte, encore une fois. Comme beaucoup d'autres femmes dans le voisinage, elle craint son mari. Ma grand-mère avait une amie qui s'appelait Nanzia, qu'elle voyait à l'occasion. Elle lui donnait souvent de la nourriture parce que sa famille était très pauvre et qu'elle ignorait tout ce qui se passait dans le quartier. Son mari la battait régulièrement. Nanzia est habituée à recevoir des coups, mais cette fois-ci, la violence de l'homme est particulièrement brutale. Il maudit l'enfant qu'elle porte et il la frappe de plus belle. La coutume voulait que les femmes ne parlent pas de cette violence. Elles devaient tout endurer sans rien dire. Les conséquences de cette brutalité sont évidentes à la naissance de l'enfant. Le bébé qu'elle a mis au monde est devenu un bébé du diable. Le démon s'était incarné dans cet enfant qui venait de naître. La sage-femme est la première à répandre les horribles rumeurs. Elle jure devant tous que l'enfant qu'elle a aidé à mettre au monde porte la marque de Satan lui-même. Une pauvreté sans merci venait de faire du nouveau-né une victime comme tant d'autres.
Nanzia sait déjà que son enfant handicapé sera condamné à la cruauté de vieilles superstitions. Pour des parents sans argent, un enfant handicapé est une véritable malédiction. La violence de son mari avait causé ces difformités chez le nouveau-né et elle devait maintenant le protéger. Elle a d'abord amené son enfant chez ma grand-mère. Le bébé était peut-être mongol ou quelque chose comme ça. Ses difformités étaient facilement visibles. Sa colonne vertébrale dépassait le bas de son dos de plusieurs centimètres, juste au-dessus des fesses. Ma mère m'a raconté que la chair était rigide. Ce n'était pas une queue comme on voit chez les animaux. Elles ont ensuite conduit le bébé au refuge Hull House. Et là, tout le monde était étonné. Ils l'ont fait entrer et ils l'ont interrogé. Nanzia leur a expliqué que son mari la battait et qu'elle craignait pour sa vie et celle de son enfant. Ils lui ont donc offert de garder son enfant, lui disant qu'il prendrait soin du bébé parce qu'il ne voulait pas que son mari la batte encore une fois. Elle avait réellement peur d'être tuée par son mari. Jane Addams, fondatrice de Hull House, prend la garde de l'enfant, comme elle l'avait fait si souvent auparavant pour des enfants fragiles dont la vie était rongée par la pauvreté. Elle croit qu'il est important de protéger les démunis et un bébé handicapé a certainement besoin de beaucoup de soins. Addams s'était longtemps battue pour l'émancipation des femmes. Et là, elle devait lutter contre des superstitions et des histoires de bonnes femmes qui ne faisaient qu'empirer leur sort. Le combat s'annonçait difficile. Jane Addams abritait maintenant un monstre et les femmes de la rue Taylor voulaient toutes le voir. Elles vont même jusqu'à assiéger le refuge en demandant qu'on leur montre l'enfant. Elles veulent voir le démon en chair et en os. Elles insistaient pour voir une manifestation concrète du bien et du mal qui existe dans le monde et savoir ce qui arrivait lorsqu'un homme maltraitait sa femme et qu'il était hostile à ses besoins. Durant les 6 semaines suivantes, Jane et ses collègues sont littéralement assiégés par ces femmes. Elles reçoivent des appels de partout à travers le pays. Poussées par un vent d'hystérie collective, les rumeurs sont maintenant perçues comme des réalités. Rien ne pouvait les convaincre que ces histoires de démons étaient ridicules parce que les gens croyaient savoir à quoi ressemblait ce bébé. Ils croyaient qu'il avait des sabots, une queue et des oreilles pointues comme le diable. Ils pensaient que l'enfant pouvait parler et qu'il passait son temps à proférer des blasphèmes et des jurons de toutes sortes contre ses parents. Voyant la tournure des événements, Addams décide de rencontrer ces femmes et de parler à chacune d'entre elles. Lentement, elle commence à comprendre la source de leurs craintes. À mesure que ces femmes s'expriment, leurs propres démons font surface. Pour elles, ce bébé du diable est l'incarnation même de la violence dont elles souffrent chez elles. À un moment donné, elles se sont vraiment laissées aller à dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Elles ont raconté comment était leur vie à la maison et ce qu'elles devaient endurer chaque jour. Addams a réalisé que ces femmes en avaient vu de toutes les couleurs. Personne ne sait ce qu'est devenu cet enfant handicapé. Certains prétendent que Jane l'a amené à l'église pour sauver son âme. Qu'elle a elle-même participé à son baptême et à la préparation de l'eau bénite. Mais lorsqu'elle a voulu approcher l'enfant, son châle était vide. Le bébé avait disparu. Était-il vraiment parti? Certains croient que l'enfant est encore ici, à l'endroit même où il a vécu quelque temps avant de mourir. Un endroit sans danger, un véritable sanctuaire. Aujourd'hui, le refuge Hull House attire encore des curieux, comme le docteur Joe Troiani, un psychologue qui a vécu des moments troublants ici, un certain vendredi 13. Une des choses qui m'a le plus étonné, c'est cette personne ou cette image d'une personne que j'ai aperçue à travers les fenêtres du centre. Je trouvais étrange qu'on ne puisse pas distinguer ses traits. On ne voyait qu'une silhouette vague et très sombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre et qui semblait parfois nous regarder.
l'esprit de l'enfant hante maintenant le refuge Hull House comme une berceuse éthérée. C'est une histoire troublante. Une hantise est quelque chose qui se répète continuellement, qui se déplace et qui progresse. C'est une impression qui ne nous quitte jamais. L'endroit sera donc toujours hanté. Un bébé du diable ou un esprit qui nous rappelle l'histoire douloureuse d'un enfant né dans la violence pour ensuite fuir dans la peur? Un enfant qui se terre encore quelque part dans un coin, tout seul. Le procès du siècle. Quelqu'un devrait en payer le prix. L'histoire de la première femme exécutée par le gouvernement américain. Un esprit qui refuse de partir. Aussi, l'histoire d'une femme qui visite encore cette maison étrange pour y hanter de longs corridors et de nombreux escaliers insolites. Les rêves inépuisables d'une veuve esseulée qui vibre encore derrière des portes secrètes. Elle a tout réalisé sans l'aide d'un mari. Elle a tout fait seule. Pourquoi avait-elle construit cette maison que personne ne voulait visiter? Et qu'est-ce qui l'empêche maintenant de la quitter? En 1865, Mary Surratt a été la première femme exécutée par le gouvernement des États-Unis. Elle a été condamnée à la peine de mort pour complicité dans l'assassinat du président Abraham Lincoln. Mary était une mère affectueuse et une épouse trompée. Mais était-elle une meurtrière? Aujourd'hui, elle se bat encore pour obtenir justice et ce combat sera éternel. Certains prétendent que son esprit hante deux endroits différents. Le Quarters 20 à Washington, là où elle avait été incarcérée et exécutée, et sa vieille maison de Surrattsville au Maryland. Mary y avait établi domicile avec John Surratt, son mari, en 1840. Ils élevaient leurs enfants au premier étage et ils opéraient une taverne et un bureau de poste au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, à cause de son rôle historique, la maison sert de musée. L'endroit avait joué un rôle marquant dans l'histoire de Mary et l'esprit de la femme y vit encore. Durant les jours précédant notre acquisition du centre de visite, mon bureau était dans cette petite pièce, juste au haut de l'escalier. Très souvent, j'étais seule dans la maison à travailler à mon pupitre et j'avais l'impression qu'il y avait une présence qui marchait près de moi. Elle s'arrêtait brièvement sur le seuil de la porte pour voir ce que je faisais, puis elle se dirigeait vers la pièce d'à côté. John est issu d'une famille riche et Mary est convaincue qu'il prendra soin d'elle. Elle est animée de rêves romantiques, mais très bientôt, ses rêves allaient s'écrouler. Peu après leur mariage, John a été accusé de paternité par une autre jeune femme du voisinage. Les choses ont semblé se détériorer à partir de ce moment-là. Alors que John tente de s'évader dans l'alcool, Mary doit faire face à de nouvelles réalités. Le couple a 3 enfants. John passe tout son temps dans la taverne du rez-de-chaussée et Mary est profondément malheureuse. Le lit conjugal est froid. Mary se confie alors à un prêtre. Rapidement, on la soupçonne de vivre une relation amoureuse et le prêtre est transféré. Mary était une femme très pieuse et une mère très attentive. Mais je pense qu'elle était aussi une femme très seule, qui était en manque d'amour. Dans une lettre au prêtre, elle dit « La douleur de ne plus vous voir me pousse à vous écrire, malgré les larmes qui m'aveuglent. » Puis John, son mari, loue des chambres au premier étage à des voyageurs. Peut-être jaloux de son affection pour le prêtre, il demande alors à sa femme de divertir les clients pour de l'argent. Dans une de ses lettres au prêtre, elle termine par quelques phrases obscures dans lesquelles elle lui demande de la bénir parce que son mari l'avait menacée de la tuer si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Évidemment, lorsqu'on lit ça aujourd'hui, on peut imaginer toutes sortes de détails scabreux. On peut supposer qu'il était question de prostitution. Mais le calvaire de la femme prend fin soudainement. Après 22 ans de mariage, John Surratt meurt finalement d'alcoolisme. La guerre civile est maintenant imminente.
Surrattsville devient un endroit dangereux. Mary loue alors sa maison et elle quitte avec sa fille Anna et son fils John Jr. Elle déménage dans la capitale nationale encore appelée Washington City à cette époque. C'est une ville de boue et de monuments, un centre de décision en même temps qu'une ville rurale. Avec l'arrivée de cette guerre meurtrière, les rues grouillent de soldats, de conspirateurs et d'espions. Mary et ses deux enfants, Anna et John Jr., s'installent au 541 rue H. Elle commence à y louer des chambres. John Jr. devient messager secret pour l'armée confédérée du Sud. Et sans le vouloir, il met sa mère en danger. Mary Surratt n'avait peut-être plus la même foi religieuse. Elle croyait peut-être qu'elle avait un diable sur une épaule et un ange sur l'autre. Je suis certain que plusieurs membres de la famille Surratt ont cru plus tard que le démon s'était installé dans la maison lorsque John Wilkes Booth est arrivé dans le décor. Booth est un acteur populaire, célèbre pour son charme suave de sudiste. Un séducteur notoire qui fait soupirer les femmes autour de lui. Booth était un charmeur qui se distinguait des hommes sans charme de Washington City, où tout le monde luttait pour se tailler une place. Il paraissait très sûr de lui. Il donnait toujours l'impression de vous faire le privilège de sa compagnie.